Ça fait plaisir d'être enfin dans la Renaissance. Bon, c'est quoi la suite? Le Roi Lion? La Belle et la Bête? Aladdin? Ah. Quand on pense aux films de la Renaissance, s'il y en a bien un qui passe sous les radars, c'est la suite de Bernard et Bianca, sobrement intitulée Bernard et Bianca au pays des kangourous. Et quand on y pense, c'est un peu nul comme titre, non? Enfin, j'imagine que c'était pour attirer les enfants qui voulaient voir des kangourous. Malheureusement, malgré les kangourous, le film n'a pas attiré grand monde, se plantant dès son premier week-end contre Maman j'ai raté l'avion. Et en même temps, c'est trop bien Maman j'ai raté l'avion. On en parlera sûrement un jour. Sauf que chez Disney, il y a un gars qui a pas le time. Jeffrey Katzenberg. Toujours lui. Voyant les chiffres, Katz annule tout le marketing télé et le film disparaît petit à petit des écrans. T'imagines, tu bosses des années sur un film et après un week-end moyen en box-office, ton boss décide de l'enterrer. Enfin, au moins celui-là, il est sorti. Il faut savoir que c'était la première suite d'un classique Disney à l'époque, parce que Walt avait toujours refusé d'en faire, malgré le succès de certains films comme Blanche-Neige. Lui, il ne voulait que de l'original. D'un côté, je me dis qu'avec tout ce que fait Disney pour l'instant, tonton Walt il doit faire la toupie dans sa tombe, mais d'un autre côté, quand tu vois ce que ça rapporte, je crois que ça le calme. Ici, pas de grande histoire autour du film, rien de vraiment passionnant à aborder avant de commencer, alors on va pas perdre de temps, foncer en Australie et essayer de comprendre pourquoi Bernard et Bianca au pays des kangourous est le Disney le moins célèbre des années 90. Ouais, 90, je suis toujours belge. Quand on parle aux gens de ce film, ils se souviennent en général tous de la même chose, l'introduction. Enfin, quand ils connaissent le film, parce que vous avez été nombreux sur Instagram à me dire que vous saviez même pas qu'il existait. Commençant sur des feuilles et des insectes, inspectant la faune et la flore, rappelant le début de Bambi, l'arrière-plan va devenir net d'un coup, et alors que le titre apparaît, on va foncer dans les grands espaces australiens, le temps d'un long travelling avant. Survolant les fleurs, passant entre d'énormes rochers, pour arriver à une maison, perdue dans l'immensité, et rencontrer notre nouveau héros / gamin en détresse, Cody. Et y a pas à dire, ça claque. Et encore, c'est que l'échauffement. Cody est réveillé par une sorte d'alarme au loin, saute de son hamac, s'habille vite fait dans une chambre qui essaye très fort de nous dire qu'elle est australienne, dit à sa mère qu'il sera là pour le souper, spoiler, non, et fonce dans la nature. Il rameute tous les animaux australiens qu'il peut trouver, et arrive enfin chez un kangourou qui souffle dans un tronc d'arbre. Ah ben voilà, il est là le kangourou. Elle lui apprend qu'un grand aigle est coincé dans un piège, là, tout en haut. Ouais, parce qu'il parle aux animaux. Enfin, pas à tous. Un peu comme dans le 1, les règles sont pas très claires à ce niveau-là. Attends, il fait ça à main nue? Il n'y a pas moyen de faire le tour? Ok, bref, notre champion du monde d'escalade arrive en haut, détache l'aigle, et... Ah ben ça valait la peine de risquer ta vie, tiens. Heureusement, évidemment, l'aigle le récupère, et c'est là que le film décide de vraiment en envoyer plein la vue. Des décors gigantesques, des plans qui mettent au tapis tout ce qui a déjà été fait chez Disney avant, un sens de l'épique, de l'échelle et de l'impressionnant qui ne peut que laisser le spectateur bouche bée. En salle, ça devait être quelque chose, mais bon, comme personne l'a vu. Ça vole dans les nuages, ça surfe sur une rivière, ça saute dans le vide, le tout dans des décors colorés splendides. Et waouh, je me demande vraiment comment ils vont enchaîner avec ça. Ouais, c'est un peu le problème du film. Arrivés dans le nid, ils échangent un peu, la maman aigle faisant comprendre que le papa aigle est mort, et Cody répond que son père n'est plus là non plus, parce que Disney. L'aigle lui offre une plume et le ramène au sol. Sur le chemin du retour, il croise un petit rongeur attaché à un fil. Sauf que, comme disait l'amiral Akbar, et l'homme derrière ce piège, c'est lui, McLeish, un braconnier bien connu de la région. Remarquant la plume sur son sac, il demande à Cody où se trouve l'aigle. Il a déjà tué le père, maintenant il veut la mère. Ah donc s'il a une plume, c'est qu'il sait où est l'aigle. Il peut pas genre l'avoir trouvé par terre, non? C'est un détail, mais c'est littéralement l'élément déclencheur du film. Donc pour ce genre de truc, faut faire un minimum d'effort quoi. Cody refuse et McLeish le kidnappe. Pas extrême du tout le mec. Donc un méchant enlève un enfant pour trouver un truc qui va le rendre riche. Ouais, c'est le scénario du 1. Mais comme un enlèvement de gosse ne reste jamais impuni chez les souris, ils envoient un message d'alerte à SOS Société à New York. Sérieux, ils ont pas une base à Sydney? Non mais parce que New York, Australie, pour des souris, ça fait long hein. La vraie raison, vous la connaissez. Les souris qui doivent aller à la rescousse du gamin ne peuvent pas être n'importe quelle souris. Il faut que ce soit Bernard et Bianca. Cela dit, pour le moment, ils ont d'autres choses à faire, comme manger dans un resto chic, alors que Bernard s'apprête à faire sa demande en mariage. Sauf que des éléments extérieurs vont toujours l'empêcher de le faire, pendant tout le film, et ça va être un genre de running gag. Il décolle pour l'Australie avec Wilbur, le frère d'Orville, qui parle beaucoup. Par contre, faut pas déconner, ils font le plus gros du trajet en avion. Parce que même si apparemment certains albatros font jusqu'en Australie pour hiberner, là, ils avaient pas trop le temps. Orville, l'albatros du premier, a été remplacé pour la bonne raison que son doubleur, Jim Jordan, est décédé quelques mois plus tôt.
Et un autre truc à savoir, il s'appelle Wilbur Earville, en référence aux frères Wright, pionniers de l'aviation. Sur place, ils sont accueillis par Jack, un local qui tombe directement sous le charme de Bianca, et propose de les aider, alors que l'Albatros va se faire remettre le dos en place dans une scène beaucoup trop longue. Pendant ce temps, Cody ne lâche toujours rien, pas une info. Et McLeish l'enferme, avec d'autres animaux. Il passe super longtemps à échafauder un plan pour choper les clés et s'échapper, plan qui n'aboutira à rien. Génial. Au même moment, Bernard, Bianca et Jack se promènent toujours dans l'Outback et on a encore droit à une scène avec Wilbur qui se fait soigner. Vous le sentez arriver le problème du film? Les trois souris arrivent enfin là où il faut, parce qu'apparemment Jack connaît mieux le terrain que les Rangers qui étaient à la recherche du gamin, juste au moment où McLeish et Cody sortent. Quelle heureuse coïncidence. McLeish a en fait un plan. Faire croire à Cody que l'aigle a été abattu pour qu'il aille récupérer les œufs, et donc le mène, sans le savoir, jusqu'au nid. Et en vrai, dans le genre plan de méchant Disney, c'est pas mal. Cody et les souris arrivent en même temps au nid, et ils tentent de le prévenir. Mais c'est trop tard. McLeish a déjà un missile pointé vers l'aigle. Cody crie à l'aigle la fameuse phrase de l'amiral Akbar, décidément, mais le tir part. Évidemment, c'était pas un missile, mais plutôt une grande toile pour capturer l'oiseau. Cody s'y accroche, essaye de la libérer, mais à la place, finit enfermé avec elle, pendant que Johanna, le varon de McLeish, va s'occuper des œufs. Eux qui ont été, entre-temps, échangés avec des pierres par Bernard. C'est l'heure du grand final, et alors que McLeish joue à tremper Cody jusqu'à ce qu'il se fasse choper par un croco, sa machine s'arrête parce que Bernard, encore lui, a coupé le moteur, avant d'utiliser Johanna pour faire tomber le braconnier dans la rivière infestée de crocodiles. Puis de sauter sans hésiter au secours de Cody, tombé lui aussi dans l'eau, alors que McLeish va se fracasser en bas d'une cascade. Donc Bernard, vraiment le héros de l'histoire aujourd'hui. Et tant qu'il a du courage, il en profite pour enfin faire sa demande à Bianca, et c'est fini. Et ouais, il y a quelques soucis, mais comme ici on est sympa, on va commencer par le positif. Le gros point fort est évident, c'est le look du film. Les 10 premières minutes sont tout bonnement incroyables, ne ressemblent à rien de ce qui avait déjà été fait en animation avant ça. Et il y a une bonne raison, Bernard et Bianca 2 est le premier film entièrement digital, et l'animation a été effectuée grâce à un nouveau logiciel, le CAPS, pour Computer Animation Production System. Les dessins des animateurs étaient scannés, puis colorés et animés par ordinateur, ce qui permet des effets et des mouvements de caméra encore jamais vus à l'époque, ainsi que plus de consistance dans le design des personnages. Exemple à la con parce qu'il se remarque presque pas, mais le maquillage de Bianca, le rose qu'elle a sur les joues, est toujours exactement au même endroit sur son visage, grâce à cette technologie. Et CAPS, c'est la toute première collaboration entre Disney et une petite boîte avec très peu d'avenir, Pixar. Et c'est loin d'avoir été une partie de plaisir pour ceux qui s'en occupaient, parce que c'était tout simplement la première fois que la technologie a été utilisée pour un film. Il n'y avait même pas eu de court-métrage réalisé avec CAPS. Ajoutez à ça la pression de la production, ouais, ils ont pas beaucoup dormi pendant quelques mois. Une pratique déjà courante à l'époque donc. Mais au moins là, le résultat en vaut la peine, contrairement à certaines catastrophes visuelles qu'on se tape parfois aujourd'hui avec le même studio. Le look du film est donc vraiment le gros point positif. Les traits des personnages sont précis, les décors sont magnifiques, le travail sur le gigantisme de l'outback australien réussit, mais sinon on croise aussi plein d'animaux endémiques de l'Australie, qu'on avait fatalement rarement vus ailleurs, sauf dans Winnie l'ourson, et puis les personnages fonctionnent aussi. Enfin, presque tous. On se lasse assez vite de Wilbur malgré le bon doublage de John Candy, et Cody est assez fade. On ne s'accroche pas autant à lui qu'à Penny, il ne semble jamais en danger ni en détresse émotionnelle, alors qu'il est quand même tenu captif par un taré avec des gros couteaux pendant les 3/4 du film. Puis au moins Penny avait le bon goût d'être totalement orpheline, lui il a encore sa mère. Amateur. Apparemment une partie de l'équipe voulait un enfant aborigène pour le rôle. Mais Katzenberg, qui d'autre, a dit non. Les personnages sont donc globalement cool, en particulier le méchant, bien aidé par son doubleur, le légendaire George C. Scott, connu entre autres pour ses rôles dans Patton ou Dr. Folamour. Jack ajoute une nouvelle dynamique au duo d'origine, avec ce petit triangle amoureux que Bianca ne semble même pas remarquer, mais se montre bon joueur à la fin, quand Bernard fait enfin sa demande. Well done, mate. La souris aventurière est sûrement inspirée de Crocodile Dundee, gros carton quelques années plus tôt, qui avait amené la culture australienne aux USA. Et en parlant d'inspiration australienne, il y en a une qui nous roule dessus, celle de Mad Max, avec le bolide hurlant de McLeish. C'est le titre québécois bolide hurlant. De Mad Max, hein. Le film tente en fait d'être raccord avec son temps. Les années 80 et 90 sont celles des films d'action-aventure épiques, comme Indiana Jones, Die Hard ou justement Mad Max. L'idée des réalisateurs était vraiment de travailler ce genre, mais dans un Disney, tout en faisant passer un message écologique à base de braconner. C'est pas cool! Quoi, c'est pas cool? C'est pour ça qu'il semble totalement à part du reste de la Renaissance, qui elle s'appuie principalement sur des contes, souvent déconnectés de l'époque actuelle, et remplis de chansons, qui sont ici totalement absentes, remplacées par un score efficace mais un peu générique. Et on peut applaudir la tentative,
mais ça aurait quand même été vachement mieux s'ils avaient eu quelque chose à raconter. Passé l'introduction, 50% du film, c'est du remplissage. Les opérations de Wilbur qui prennent des plombs pour rien, sauf pour donner quelques lignes en plus à John Candy. D'accord, je comprends l'idée, le gars est drôle, mais bordel, on a un gamin qui a besoin d'aide. Vous voulez pas vous concentrer sur ça plutôt que sur des souris qui tirent des seringues dans le cul d'un albatros? Mais en fait, même quand il se concentre sur Cody, ça perd du temps inutilement. Avec cette grande stratégie pour s'échapper, qui se finit par McLeish qui vient le chercher et personne qui s'échappe. Et on les verra plus jamais. Si ça se trouve, ils sont tous morts desséchés. Même le kangourou. Ajoutez à ça quelques scènes avec le trio de souris qui se baladent dans la nature australienne, et on se retrouve avec un film d'1h15 qui aurait facilement pu faire 40 minutes. Et tout ça en plus pour raconter la même histoire que le 1, juste avec des autres décors et des autres animaux. On retiendra donc surtout le boulot esthétique, particulièrement les 10 premières minutes, qui mettent la barre tellement haute que tout le reste du film ne peut que décevoir. Le film fait en fait partie de la Renaissance parce qu'il est sorti à une date qui y correspond, mais il n'en a pas du tout l'ADN, et il vaut pour moi un 12 sur 20. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Là on va entrer vraiment dans une période folle, qui va de La Belle et la Bête à Tarzan avec uniquement des films cultes. Donc abonnez-vous pour pas louper ça. On se retrouve dans quelques jours pour une critique un peu particulière, et vendredi prochain pour un cinépop que vous êtes nombreux à attendre sur La Belle et la Bête. Ciao!